Salut à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui, mardi 4 avril 2023 pour une nouvelle émission 100% sport. On va revenir sur le week-end sportif saint-quentinois. On a des bonnes nouvelles, on a aussi malheureusement des moins bonnes nouvelles, mais ça fait partie des aléas du sport. On va en parler de tout ça pendant une demi-heure, la demi-heure qui arrive. Et au sommaire de cette émission aujourd'hui, on va retrouver du basket puisque le SQBB, lui, retrouvait sa salle. C'était vendredi soir avec la réception de l'équipe de Gries-Souffel. Un match comptant pour la 26e journée de Pro B. On savait que les Saint-Quentinois seraient revanchards à Pierrat. Et en tout cas, on n'a pas été déçus de la soirée qu'on a passée ensemble. On parle également de tennis de table avec l'équipe réserve féminine du TTSQ qui évolue en Pro B et qui avait un match très très important samedi en fin d'après-midi du côté toujours du Palais des Sports Pierrat de Saint-Quentin avec la réception de l'équipe de Quimper prétendante pour le titre, mais surtout pour la montée en proie. On découvrira un résumé de cette rencontre. On parlera également de foot. Malheureusement, les Saint-Quentinois n'ont pas su convertir le succès acquis la semaine dernière du côté de Colmar en Alsace, avec la réception cette fois-ci de Wascal. Les choses se sont avérées un peu plus compliquées pour les joueurs de l'Olympique Saint-Quentinois. On en parlera bien évidemment également dans cette émission et on parlera de foot et de foot féminin pour la terminer avec la belle victoire des U13 de l'équipe de Gauchy Grugy Saint-Quentin qui a remporté la Coupe de l'Aisne, c'était samedi dernier du côté de Laon. On va commencer tout de suite avec le basket et le Saint-Quentin Basketball qui a retrouvé, je vous l'ai dit, le goût de la victoire vendredi soir sur son parquet face à l'équipe de Gries-Souffel-Oberhofen. On l'appelle maintenant l'Alliance Sport Alsace, l'ASA, et qui a empoché d'ailleurs son 20e succès cette saison. Que de victoires depuis les saisons qui s'égrènent. C'est la 3e fois consécutive que l'USQBB dépasse ce cap des 20 victoires et on espère forcément que cela va continuer. Mais pour autant, les Saint-Quentinois ont dû s'employer pour se défaire de l'équipe de l'ASA qui a vraiment donné du fil à retordre aux Saint-Quentinois devant 3500 supporters encore une fois présents. Une ambiance des grands soirs comme on les aime du côté de Pierrat. On s'attendait forcément à une très très grosse bataille entre les deux équipes en forme actuellement de la Pro B. On le rappelle sur les 10 dernières journées, tout simplement 8 victoires pour 2 défaites pour ces deux formations. C'est dire le match qui nous attendait. On attendait forcément une bataille et on n'a pas été déçus comme je vous le disais. Et pourtant les choses étaient un peu mal embarqué, certainement pour les Saint-Quentinois, car ce sont les visiteurs qui vont très rapidement prendre le tempo de la rencontre en infligeant un 6-0 dans le premier quart-temps. Mais après un premier temps mort demandé très rapidement par coach Julien Mahé, le SQBB va réagir en terminant ce premier quart-temps à 21 partout avec un alley-oop magnifique de la part de la tornade, c'est comme ça qu'on l'appelle, Mathis Doussouyovo. Et malheureusement, et surtout contrairement à la semaine dernière du côté du Finistère à Quimper, l'adresse a fait un peu défaut aux Saint-Quentinois dans cette première mi-temps. Mais le SQB va savoir monter en intensité au fur et à mesure des minutes pour provoquer notamment 12 pertes de balles du côté alsacien. En face, l'ASA va très clairement verrouiller la raquette et les Saint-Quentinois vont réussir à trouver la mire à longue distance à l'image de Aginsa et de Benoît Gillet, Captain Gillet, juste après pour donner 3 points d'avance. Le premier avantage, 34-31, une première mi-temps où personne ne réussit véritablement à prendre le lead de cette rencontre, même si on a vu que Gries-Souffel-Oberhofen va repartir au vestiaire après les 20 premières minutes avec un tout petit point d'avance simplement. Ça nous annonce une deuxième mi-temps totalement folle comme on les aime. Un match que craignait forcément Julien Mahé, l'entraîneur saint-quentinois. C'est lui qui nous l'a dit en conférence de presse. Une victoire qui le satisfait pour autant et ça c'est certain. On va justement prendre la direction de la salle de conférence de presse pour écouter l'analyse de Julien Mahé juste après cette victoire face à Gries-Souffel. On écoute Julien Mahé. C'était un match que je craignais énormément parce que l'ASA est aujourd'hui au classement au milieu du tableau, mais ils sont sur les 15 derniers matchs pratiquement en tête du championnat. Donc on savait qu'on allait avoir un adversaire qui n'est pas un adversaire de milieu de tableau, qui est un adversaire de haut de tableau. Quand on les avait joués au match aller, il n'y avait pas d'X, il n'y avait pas d'Igbeu. On voit que ce soir, c'est quand même 2 joueurs qui sont décisifs. Donc je suis très fier qu'on ait pu le prendre parce que bon, voilà, je suis content qu'on s'en sorte. On laisse un adversaire qui marque 85 points par match à 65. Le travail défensif en deuxième mi-temps, il est de haut niveau, il est remarquable. Remarquable, vraiment. On n'a rien donné de ce qu'ils avaient envie d'avoir. La défense sur Digbeu est très très bonne. En deuxième mi-temps, on défend extrêmement bien les shooters.
On avait ciblé très fort Racine et Bricky parce que c'est des joueurs qui peuvent prendre feu à tout moment. Et donc il fallait gérer ça. Notre défense aussi sur les 3 points est très bien. Et puis ce qui me fait très plaisir, c'est que un peu comme à Quimper, on s'adapte au fur et à mesure du match. Parce que la première mi-temps est faible sur le plan défensif. On leur donne vraiment tout ce qu'ils ont envie d'avoir. Donc ça, c'est 10 sur 13 à l'intérieur. C'était très faible. En deuxième mi-temps, c'est bien meilleur. Et surtout, il y a aussi des individualités qui n'ont pas fait une bonne première mi-temps et qui ont su être décisifs en deuxième. Je pense notamment à Melvin, à Brandon, qui ont débuté le match vraiment pas de la bonne manière et qui ont su en deuxième mi-temps être des joueurs décisifs. Le passage aussi de Jimmy est très important. Et le début de deuxième. Le début de deuxième, parce que dès le début de deuxième mi-temps, c'est le bon signal envoyé. Nous, on n'a pas de points, mais nous, on n'est pas une équipe offensive. L'adresse, ça va, ça vient. On rate encore des lancers francs. On rate des tirs intérieurs. Vous voyez, en deuxième mi-temps, on gagne le match en faisant 9 sur 27 au tir. Voilà. Mais par contre, ce soir, défensivement, c'est chapeau. Sur la deuxième mi-temps, c'est chapeau parce qu'il n'y a pas grand monde qui les tient 65. Donc, voilà. Bravo, bravo. Voilà, hein, Julien, vous l'avez entendu très certainement, forcément très satisfait de la victoire de ses coéquipiers. Mais au retour des vestiaires, c'est le SQBB qui va reprendre un petit peu les rênes de la rencontre avec 2 stops défensifs notamment et imprimé du parking de Terrell Gomez pour donner 5 points d'avance au SQBB. Mais c'est véritablement dans cette deuxième mi-temps que le SQBB va monter d'un cran, voire de 2 crans, même 3. Allez, on va abuser son intensité défensive puisque les Saint-Quentinois, écoutez bien, n'ont laissé que 26 points dans les 20 dernières minutes de la rencontre à leurs adversaires du soir et simplement 65 au bout de 40 minutes pour une équipe qui est habituellement une des meilleures attaques de la division en inscrit quasi 85, c'est dire le travail défensif. Et comme l'a dit Julien, chapeau pour la défense parce que c'est en défense qu'on gagne des matchs, en attaque on gagne des matchs, mais en défense on gagne des titres. Ça c'est Michael Jordan qui disait ça pour la petite histoire. Une défense de fer, je le disais, à l'image encore une fois de Mathis de Souyevo qui va très clairement barrer la route à 2 reprises à Anthony Racine à longue distance. Hein, ces 2 contres, on les a vécus ensemble, ils étaient assez spectaculaires. Et c'est à ce moment-là que le SQBB va vraiment prendre le large au score, large entre guillemets, hein, puisqu'on parle d'un score de 64-57 à ce moment-là. Mais les coéquipiers de Benoît Gillet n'arrivent toujours pas à trouver de réussite à longue distance. Et ils vont devoir s'en remettre malheureusement, ou heureusement peut-être, à la maladresse adverse au lancer franc, notamment en fin de match avec un 3 sur 6, un petit 50%. Ça fait aussi des fois les affaires des Saint-Quentinois. Une fin de match comme on les aime, puisque c'est Jamar Diggs qui va remettre son équipe à 2 petits points derrière le SQBB à 24 secondes de la fin. Mais les Alsaciens vont malheureusement mal négocier cette dernière possession et donner la victoire au SQBB 71-65. Il aura encore fallu une nouvelle fois des nerfs solides hein, pour les joueurs, mais également pour les supporters, certainement vous qui étiez devant votre écran, pour suivre cette rencontre et ce succès, ce 20e succès, je le disais tout à l'heure. Une prestation défensive remarquable en deuxième mi-temps. C'est sûrement ça qui a fait la différence pour l'emporter vendredi soir. Mais on doit également parler du collectif et de la force du collectif saint-quentinois, bien emmené par un grand Loïc Schwartz qui a terminé MVP de cette rencontre. Mais vraiment, tous les joueurs, encore une nouvelle fois, ont apporté leur pierre à l'édifice pour construire ce 20e succès. On va retrouver tout de suite Julien Mahé en salle de conf de presse pour continuer de découvrir ensemble la suite de l'analyse d'après-match qu'il en fait. Forcément satisfait, on écoute Julien Mahé une nouvelle fois. Et gagner un match en faisant 9 sur 27 en deuxième mi-temps, là, comme ça, c'est difficilement gagnable. C'est gagnable que si tu fais une défense de haut niveau. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. Parce qu'en première mi-temps, par contre, on les laisse à 59%, ils ont tout ce qu'ils veulent. Et là, j'étais vraiment pas satisfait. Et notre adaptation et notre travail défensif des 10 joueurs, je répète, des 10 mecs, les 10 mecs. Vous voyez les temps de jeu, il n'y a pas un mec qui... 27, c'est le plus gros. On joue vraiment avec tout le monde et tout le monde apporte et c'est très très intéressant. C'est une de vos grosses forces. À mon avis, c'est notre force principale, vraiment. On n'a pas de star. On a dans le scoring Mathis qui met un peu de façon plus régulière, je dirais. Mais après, le danger vient de partout et surtout, on a des garçons qui défensivement sont capables aussi de faire des différences. Encore une fois, c'est arrivé tellement de fois cette saison. Après un début de match très moyen, on est à égalité à la fin du premier parce que les rentrées des joueurs du banc sont décisives. Elles apportent un nouvel élan au jeu, donc voilà, c'est notre force. Ce soir, c'est la 20e, c'est ça. Et 3 saisons de suite à plus de 20 victoires, ça a de la gueule. Donc, et j'espère qu'on va aller chercher plus que 22 pour faire mieux que les 2 années précédentes.
Mais voilà, cette constance-là, elle fait plaisir parce qu'aller chercher 20 victoires en Pro B chaque saison, quand on voit un peu le niveau de toutes les équipes, c'est un excellent résultat. Un excellent résultat, mais vous l'entendez, hein, Julien qui en demande toujours plus, il parle déjà de 22 victoires. On connaît Julien et sa philosophie de faire avec ses joueurs, une philosophie qui marche, qui fonctionne pour le plus grand plaisir des supporters. 20 victoires, comme dit Julien, après 3 saisons consécutives. Et je pense que Julien peut le dire, hein, oui, ça a de la gueule, hein, excusez-nous du terme, mais franchement, ça a de la gueule, puisque en attendant le choc du 11 avril prochain entre Chalon-sur-Saône et le Saint-Quentin Basketball au Colisée, le SQBB conforte son fauteuil de leader de Pro B, puisque l'élan Chalon a vécu une soirée relativement tranquille, hein, en atomisant l'équipe de Saint-Vallier 93-58. Mais avant ce choc des leaders, ce sera le 11 avril, je vous l'ai dit, on en reparlera bien évidemment. Le SQBB ira ce week-end du côté de La Rochelle, vendredi soir. La Rochelle qui s'est inclinée de 10 petits points le week-end dernier face à Champagne Basket, à 8 journées de la fin de la saison régulière. On a vraiment envie de rêver, mais attention, il reste encore quelques journées et le calendrier du SQB est très relevé puisque Boulazac également viendra clôturer après l'élan Chalon, mais surtout la réception et le déplacement du côté de Denain. Un agenda totalement fou qu'on va vivre ensemble puisqu'on a vraiment envie de rêver. Et je le précise également, pour retrouver l'intégralité de la conférence de presse de Julien Mahé, rendez-vous demain sur la page Facebook de Matélésport pour vivre l'intégralité de cette analyse d'après-match. On va tout de suite changer de sujet, mais non, on ne va pas changer de sujet, on va parler du top 5 parce que vous êtes nombreux à nous le demander toutes les semaines et avec Greg, on en a parlé vendredi soir et on voulait vous faire plaisir en vous proposant ce top 5. Alors à votre avis, qui est le premier de ce week-end entre SQBB et Gressouffle? On regarde tout de suite ce top 5. Charles Gomez, Berhan. Qu'est-ce qu'on va trouver du côté de Saint-Quentin? Berhan. Ah, mais il fait chipper le ballon par Sven Bricky. Allez. La position au buzzer. Isolation en tête de raquette avec Bricky. Oh, il s'est fait scotcher. Face à Gomez, Gavrilovic toujours au niveau du poste. Anthony Racine. Posto, toujours Racine. Oh, il s'est fait. On lui a dit non merci. Et 8-11. Voilà, on voit que ça joue c'est fort ce qu'il vient de faire là. La verticalité. Pour Anto Racine qui donne 2 points d'avance à ses coéquipiers juste avant sa dernière position. Et voilà pour ce top 5. Rendez-vous, ce sera le 14 avril pour le prochain match à domicile. Ce sera la réception de Boulazac. Allez, on change de ballon, on va prendre la petite balle et la raquette pour parler de tennis de table. Parce qu'après 2 rencontres relativement serrées face à l'équipe de Le Mans et l'Entente Sainte-Pérez, l'équipe féminine réserve du TTSQ, l'équipe d'Olga Mikhailova qui évolue en Pro B, accueillait samedi après-midi l'équipe de Quimper qui bataille pour le titre, mais également pour la montée en Pro A. On rappelle qu'à l'aller, les Bretonnes avaient failli l'emporter avant de s'incliner avec une très grosse perf de Olga Mikhailova, mais malheureusement, les choses ne sont pas passées comme elles le souhaitaient pour les Saint-Quentinoises. Elles ont fait douter les joueuses de Quimper, mais malheureusement, la marche était un peu trop grande. C'était samedi après-midi du côté du Palais des Sports Pierrat de Saint-Quentin dans la salle du TTSQ. On découvre tout de suite le résumé de cette rencontre. Rencontre importante samedi après-midi pour l'équipe réserve féminine du TTSQ qui recevait Quimper, grand favori, pour la montée en Pro A. Dans la course au maintien, les filles du président Eric Henman avaient à cœur de décrocher un succès dans sa salle. Et c'est en réalité déjà une équipe de Pro A qu'on joue ce soir parce qu'ils sont descendus de Pro A avec cette équipe-là. Et donc ouais, ça reste une très belle équipe. Ils sont deuxième de la poule de Pro B.
On a failli gagner au match aller, donc voilà, on pense que ça va être encore un très beau match. C'est toujours un peu plus facile quand on est sur nos repères, sur nos tables, sur notre sol. Les rebonds sont différents hein, d'une salle à l'autre, et donc on sait que ça peut jouer. Maintenant, voilà, c'est des jeux qui nous correspondent bien. 2 défenseuses et une attaquante, la composition d'équipe nous est favorable. Maintenant, sur le papier, on est loin d'être favori. Hein. Alors l'objectif c'était le maintien. Pour l'instant, on n'est pas maintenu. Les filles sont dernières de poule. Sans avoir été renforcée, donc je ne pense pas qu'on le fera. Donc c'est une équipe qui jouait sa carte, qui était montée. On a gardé le même effectif en Pro B cette année. Donc vous savez que le challenge était haut hein, de se maintenir dans cette poule. C'est pas encore perdu parce qu'il y a chaque point compte, hein, comme on sait en Pro A et en Pro B. Tout point gagné est un point acquis, donc sur la fin de l'année. Donc on sait que voilà, on se bat contre ici les Moulineaux et ça va être à l'équipe qui fera le moins d'erreurs. Malheureusement, la victoire n'est pas au rendez-vous, malgré la performance de Olga Mikhailova. À 3 journées de la fin, le TTSQ reste à 2 points derrière ici les Moulineaux. Prochaine rencontre, ce sera à l'extérieur, le vendredi 14. Allez, cette fois-ci, on va prendre la direction du stade Paul de Brézy, puisque samedi soir, et après avoir repris un petit peu de confiance, hein, en décrochant un succès la semaine dernière du côté de l'Alsace, l'OSQ retrouvait et avait surtout l'occasion de sortir de la zone rouge en cas de victoire face à l'équipe de Wascal, promue, on le rappelle, cette saison. Malheureusement, les Saint-Quentinois vont s'incliner 2-1, une défaite qui pourrait coûter cher en fin de saison, mais qui va aussi laisser beaucoup de regrets. On va dérouler un petit peu le fil de cette rencontre, parce que dès la deuxième minute, ça commence très bien pour Saint-Quentin, avec à l'image d'Hugo Chambon, qui est servi à 2 reprises par ses coéquipiers. Il est bloqué par le gardien adverse, Samuel Atrous. L'ancien gardien du RC Lens, je sais que ça fait plaisir à Kevin quand on parle du RCL, des Saint-Quentinois qui vont multiplier les occasions devant le but adverse sans jamais réussir pour autant à trouver la faille. En face, Wascal, hein, promu, je vous le disais, est vraiment en train de louper son entame de match, mais l'OSQ n'arrive vraiment pas à en profiter. Et d'ailleurs, ce sont les visiteurs hein, qui vont ouvrir le score à la 17e minute sur penalty, malheureusement, après la faute du Saint-Quentinois Modeste. Bouzard ne va pas tremper, 1-0 pour Wascal. On va tout de suite regarder le premier but de cette rencontre sur penalty. Et voilà, dos au mur très rapidement dans la rencontre, après un but encaissé sur cette faute un peu bête, on va dire. Les joueurs étaient coachés par David Desbonnets, l'assistant, puisque Johan Jackson, l'entraîneur principal de cette équipe, était suspendu pour un deuxième match. On voit que les Saint-Quentinois vont vraiment continuer à pousser en provoquant leurs adversaires, en se provoquant également des occasions et en poussant les adversaires dans leur retranchement, sans pour autant malheureusement y arriver. Et juste avant la pause, dans le temps additionnel, hein, on est à 45 plus 2 minutes, on va assister à la réaction saint-quentinoise qui fait plaisir avec un beau centre de Teddy Averlan. C'est Joseph Attalé qui va mettre la tête au premier poteau et tromper le gardien de Wascal et permettre de revenir juste avant la mi-temps à un petit but partout. Les compteurs sont remis à 0. On va revivre ensemble cette égalisation juste avant la mi-temps. Joli but hein, qui permet aux Saint-Quentinois de rentrer au vestiaire avec un score de parité, un but partout. On a vu la joie hein, des supporters Saint-Quentinois forcément qui ont très envie que l'OSQ se maintienne en National 2. Les Olympiens qui, au retour des vestiaires, hein, ont changé de style de défense en tentant de repousser une nouvelle fois les assauts adverses. Mais malheureusement, à la 74e minute, avec une frappe assez lointaine, hein, et même d'ailleurs dévissée, on va le dire, hein, pour les spécialistes, le joueur de Wascal, Mbépélé, va trouver la lucarne d'Alex Mendez. Le portier saint-quentinois est battu. Il s'en voulait forcément. Et c'est les joueurs de Wascal qui vont inscrire le deuxième but et ainsi décrocher la victoire sur la pelouse des Saint-Quentinois. On va découvrir ensemble le troisième but de ce match, le but victorieux pour l'équipe de Wascal.
Un but qui scelle la victoire des visiteurs et qui ne fait pas l'affaire des Olympiens, tout simplement, même si les joueurs de l'OSQ vont tenter de jeter leur dernière force dans la bataille. Ça ne servira pas à grand-chose, malheureusement, puisque les joueurs se sont malheureusement donnés pendant 90 minutes, mais le résultat n'est pas au bout. Même si, on doit le dire, les supporters présents également, l'OSQ méritait de l'emporter, mais vont s'incliner, je le disais, 2-1 et n'arrivent pas à bonifier la victoire acquise la semaine dernière en terre alsacienne. Et conséquence de cette défaite, il retrouve la 13e place du classement de N2. Petite pause ce week-end avec un tour de Coupe de l'Aisne face à l'équipe de Laon avant de retrouver une nouvelle fois sa pelouse de Brésil. Ce sera le 15 avril et cette fois-ci, ce sera la réception du leader, un gros morceau en prévision pour les Saint-Quentinois. Et pour être tout à fait complet sur cette rencontre, Johan Jackson, qui était, je vous le disais, suspendu, revient quand même sur la prestation de ses joueurs. C'était hier et c'est sur des images de l'Olympique Saint-Quentinois qui nous ont transmis et que l'on remercie d'ailleurs de nous mettre à disposition. On écoute tout de suite Johan Jackson, l'entraîneur de l'Olympique Saint-Quentin. Très frustrante hier contre Wascal. Le contenu a vraiment été intéressant, le début de match très bien. Malheureusement, on a vraiment été très inefficace. Je pense qu'on aurait mérité d'ouvrir le score. Malheureusement, on a été sanctionné par Wascal. Et puis après, on a réussi à revenir avant la mi-temps. En deuxième mi-temps, on a poussé et puis on a de nouveau été sanctionné sur une frappe déviée qui est tombée dans les pieds d'un joueur de Wascal. Vraiment dommage parce qu'il y a vraiment eu une grosse débauche d'énergie pour faire un bon résultat. Mais sans cette efficacité, on sait pertinemment qu'on ne peut pas remporter des matchs à ce niveau-là. Donc on va bien récupérer, encaisser, parce que c'est vrai que ça a été dur, parce que je pense que tout avait été fait pour justement faire un bon résultat. Et puis après se préparer pour la réception du leader dans 15 jours. Et cette fois-ci, on va parler de foot féminin, je vous l'avais dit en début d'émission, puisque samedi 1er avril, et non, ce n'est pas un poisson, puisque les U13 féminines de Gauchy-Grugy-Saint-Quentin ont remporté la finale départementale du festival Pitch. C'est une grande satisfaction pour le club, cette alliance entre Gauchy, Grugy et Saint-Quentin, de devenir championne de l'Aisne 2023, ce n'est pas rien. C'est la seconde année consécutive qu'elle décroche ce trophée. C'était l'objectif numéro 1 de cette équipe en début de saison. C'est une fierté d'autant plus puisqu'il s'agit d'un groupe avec une équipe composée de 3 débutantes, 2 recrues, 3 joueuses du groupe U13 de la saison dernière, ainsi qu'une U12 et une U11. Des jeunes joueuses, en tout cas, qui se sont illustrées et qui remportent pour la 2e fois ce trophée. Bravo, mesdemoiselles. On va finir cette émission par des résultats et vous parler une nouvelle fois de tennis de table avec le TTSQ, mais cette fois-ci, on va parler des garçons, puisque l'équipe masculine qui évolue en N1 a battu Chartres assez facilement. C'est une belle victoire dans la mission maintien qu'est la leur. Et en tout cas, une victoire qui permet de se relancer à quelques journées de la fin. On va rester dans le même sport une nouvelle fois, mais cette fois-ci, on va parler de Pro A, puisqu'on arrive à l'intersaison pour les filles du TTSQ. Et les recrutements ont déjà lieu, mais on ne parle pas de recrues, on va parler de prolongation de contrat, puisque Polina Mikhailova, qui cette année n'a pas disputé un seul match parce qu'elle est enceinte et va accoucher très prochainement, a décidé de rempiler pour une saison, ainsi que la jeune pépite Camille Lutz qui a re-signé un contrat pour une année. On rappelle également que Daniela Dodean Montero sera Saint-Quentinoise l'année prochaine puisqu'elle a signé en début de saison un contrat de 2 ans, une très très belle ossature qui nous permet de penser qu'on aura une belle saison de championnat de France de Pro A l'année prochaine. On va parler de BMX pour finir avec Mathilde Hugo qui a terminé 2e lors d'une manche qui comptait pour le Challenge France, qualificatif pour les challenges européens et mondiaux qui auront lieu cet été en France et en Écosse. Et coup double, même voire coup triple, puisque Christophe Rigaud termine 4e et Jérôme Dubois termine 5e. Le BMX Saint-Quentinois s'est illustré sur la scène française ce week-end et ça fait plaisir que les clubs saint-quentinois puissent rayonner comme ça sur le territoire national. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a été riche et qu'on parlera de sport forcément dès vendredi, puisque je vous rappelle que le SQV va disputer sa demi-finale aller. Ce sera samedi 8 avril du côté de Saint-Jean-d'Ilac et vendredi avec Bernard et Bertrand, on découvrira la preview de Dario parce qu'on a hâte de vivre cette demi-finale. D'ici là, je vous souhaite de passer une très très belle soirée, une bonne semaine et comme on dit, sportez-vous bien. Ciao.